Je m'appelle Aurélie de Sarrault. J'ai 78 ans et je vis à Saint-Vivien, en Dordogne, dans une maison modeste mais bien à moi. Pendant 15 ans, j'ai trimé comme une servante pour ma propre sœur, Solange. Le jour, je lavais, cuisinais, frottais les sols, une esclave dans ma propre famille. Mais la nuit, mon Dieu, la nuit. Mon père, un homme sombre, se glissait dans ma chambre comme une ombre malfaisante. Il me faisait subir des horreurs que je ne peux toujours pas nommer, même dans mes souvenirs les plus noirs. Certaines nuits, je me réveille encore, trempée de sueur, son poids fantôme pesant sur moi, écrasant mon souffle, volant mon innocence. Tout cela sous le regard détourné de ma sœur, à 2 pas de moi, feignant de dormir. Elle entendait mes silences brisés, mes larmes étouffées, et ne faisait rien. Pire, elle a fini par me prendre le seul homme qui m'avait vu comme un être humain, pas comme un objet. Peux-tu imaginer une telle trahison, ma chère ? Ma sœur, Solange, portait la cruauté dans son cœur, cachée derrière un visage d'ange. Tout le monde louait sa beauté, son charme délicat, mais moi, je voyais le venin dans ses sourires. Ses piques, d'abord légères, comme des aiguilles de jalousie, se sont transformées en coups de poignard. Le pire fut lorsqu'elle m'a arraché Édouard, l'homme qui était mon unique lumière dans cet enfer. Elle savait qu'il était mon espoir, m'a bouée dans un océan de désespoir. Et pourtant, elle me l'a volé, avec une froideur calculée, un éclat de vengeance dans les yeux. Mais la vie, elle, sait rendre justice. Tardive, parfois invisible, mais précise comme une lame bien aiguisée. À la fin, j'ai vu Solange, celle qui riait de mes malheurs, revenir brisée, implorant à ma porte. Son corps, ravagé par les mêmes hommes qu'elle avait autrefois convoités, portait les stigmates de ses choix. Dans ses yeux, j'ai reconnu la détresse qu'elle avait ignorée dans les miens pendant tant d'années. Le destin, avec son ironie cruelle, lui a rendu ce qu'elle méritait. Cette maison, où je vis aujourd'hui, est simple, mais elle est mienne. Les voisins, quand ils en parlent, me disent riche, tu imagines ? Moi, riche, après une vie de labeur et de misère. Mais quand on a connu le pire, un peu de paix ressemble à un luxe inouï, n'est-ce pas ? Mes cheveux sont blancs comme la neige, jamais teints, et mes lunettes font partie de moi. Mes joues sont pleines, mon corps porte les marques des années, arrondies par le temps. Je m'accroche à un petit collier coloré pour me faire belle, mais mes mains, elles, racontent une autre histoire. Calleuses, veinées, elles sont celles d'une femme qui travaille depuis ses 12 ans. Pas jolie, mais honnête, ses mains n'ont jamais rien pris à personne. Seul Dieu sait ce que j'ai enduré pour être là où je suis aujourd'hui. Et toi, qui m'écoutes, dis-moi ton nom et d'où tu viens. Partage-le dans les commentaires, veux-tu ? J'aime imaginer ma voix portée jusqu'à des coins de France que je n'ai jamais vus. Peut-être es-tu de Saint-Vivien, m'as-tu croisé au marché du dimanche, vendant mes liqueurs de noix ? Ou peut-être viens-tu du nord, du sud, d'ailleurs, et portes-tu dans ton cœur un bout de mon histoire ? Cela me remplit d'une joie que je ne saurais expliquer. Cette histoire, je ne l'ai jamais racontée en entier auparavant. C'était un secret, verrouillé en moi, comme une douleur dans mes os. Mais maintenant que tous ceux qui y ont joué un rôle sont partis, je peux enfin parler. Il est temps de laisser sortir ce poids, de le poser pour respirer. Ce que je vais te confier s'est passé ici, à Saint-Vivien, mais dans un village bien différent de celui d'aujourd'hui. Nous sommes en 1959, j'avais 12 ans. À l'époque, les routes étaient en terre, boueuses dès qu'il pleuvait. Les maisons, souvent en bois, étaient humbles, loin des immeubles modernes d'aujourd'hui. La vie était rude, surtout pour les pauvres comme nous. Et encore, nous n'étions pas les plus à plaindre. D'autres crevaient de faim, littéralement. Si tu es une vieille femme comme moi, tu te souviendras de ces temps-là. Pour une fille, les choix étaient maigres. Travailler à la maison, se marier jeune, enfanter, servir son mari. Étudier ? Un rêve inaccessible. Celle qui avait de la chance décrochait un certificat d'études, puis partait trimer. C'est ce qui m'est arrivé. Mais pas la Solange. Elle, mon père disait qu'elle était née sous une étoile chanceuse. Elle ira loin, répétait-il, les yeux brillants. Et moi ? J'étais l'autre, celle qui devait se sacrifier pour ses ambitions. C'est dans ce Saint-Vivien d'autrefois que mon destin a commencé à se dessiner, comme des lignes gravées dans la paume de ma main. Qui aurait cru que cette gamine battue, pieds nus, usée par le travail, se relèverait un jour ? Qui aurait pensé que j'arracherais une victoire silencieuse, savourée comme un bonbon qui fond doucement ? Personne n'aurait parié sur moi, mais j'ai prouvé à tous ce dont j'étais capable.
La vie a de ses revirements, n'est-ce pas? On croit qu'on restera à terre pour toujours, et puis, d'un coup, on trouve une force qu'on ignorait posséder. C'est ce qui m'est arrivé. Pendant longtemps, j'ai cru que mon sort était scellé, que je serais toujours la servante, le paillasson, celle qui ramasse les miettes. Mais un jour, ma chère, j'en ai eu assez. Et quand une femme comme moi en a assez, le monde peut trembler. Ça prend du temps, mais on finit par faire bouger les choses. Notre maison était petite, en briques nues, sans crépi, coincée derrière un vieil entrepôt. Elle sentait le moisi, l'humidité imprégnait tout. 2 pièces seulement, séparées par un rideau usé. Une cuisine avec une table, 2 bancs, un poêle à bois. Et une chambre où nous dormions tous, mon père Étienne, ma mère Clémence, Solange et moi. L'intimité? Un mot inconnu. Pour se laver, c'était dans un baquet, avec de l'eau chauffée sur le poêle, quand on avait le temps. Mon père était ébéniste itinérant. Il fabriquait des meubles, des objets en bois, qu'il vendait de porte en porte. Grand, maigre, avec une moustache toujours impeccable. Il avait une voix grave et une main lourde. Oh, comme elle pesait, cette main, quand elle s'abattait sur moi. Mais sur Solange? Jamais un geste, seulement des caresses et des mots doux. Ma petite princesse, l'appelait-il. Et moi, j'étais quoi? La servante de la princesse, voilà tout. Ma mère, Clémence, était une femme éteinte, usée par la vie. Elle toussait sans cesse, minée par une maladie des poumons qui empirait chaque année. Elle cousait pour les riches du village, raccommodant leurs vêtements, faisant des ourlets, posant des boutons. Son salaire était maigre, mais il aidait à joindre les 2 bouts. Parfois, elle essayait de me défendre, laisse la petite tranquille, Étienne. Mais il la faisait taire d'un regard ou d'un mot sec, silence, femme, je lui apprends à être quelqu'un. Alors, elle baissait les yeux et reprenait son aiguille. Dès mon plus jeune âge, j'ai su que je n'étais pas comme Solange. Elle était fine, délicate, avec une peau claire comme du lait, des cheveux noirs lisses cascadant jusqu'à la taille. On aurait dit une poupée de porcelaine. Moi, j'étais robuste, la peau mate, héritée de ma grand-mère espagnole, avec des cheveux bouclés indomptables. À 10 ans, je me levais à l'aube pour aider ma mère, puis j'allais vendre des gâteaux devant l'église. Pendant ce temps, Solange dormait jusqu'à midi, réclamant son café au lit. Et mon père le lui apportait, comblant tous ses caprices. Il lui offrait des rubans, des cahiers neufs, même des leçons de piano chez la femme du maire. Du piano, imagine. Et moi, je n'avais même pas de chaussures dignes de ce nom. À l'école, c'était pareil. J'ai arrêté après le certificat d'études, obligée de travailler. Solange, elle, a étudié dans un pensionnat chic, le meilleur du canton. J'allais la chercher chaque jour, vêtue de haillons, les pieds nus, attendant dehors comme un chien. Ses amis se moquaient de moi, riaient dans mon dos. Solange faisait comme si je n'existais pas, passant devant moi, le nez en l'air, riant avec elle. Ça faisait mal, mon Dieu, comme ça faisait mal. Mais si je rentrais sans elle, les coups de mon père m'attendaient à la maison. À 14 ans, j'ai commencé à travailler chez Monsieur Dupont, dans sa boutique de tissus. J'arrivais à l'aube, je balayais, dépoussiérais, servais les clients, rentrais à la nuit tombée, les pieds gonflés. L'argent? Il allait directement à mon père. Pour la maison, disait-il. Mais je voyais où il partait, dans les leçons de piano de Solange, ses robes neuves, ses souliers vernis. Moi, je portais toujours les mêmes vêtements rapiécés par ma mère. Le dimanche, pendant que les autres filles flânaient sur la place, je lavais le linge, rangeais la maison. Solange, elle, sortait parée comme une poupée, dans des robes que j'avais moi-même repassées. Veille à ce que ta sœur ne rentre pas tard, ordonnait mon père. J'étais sa bonne, sa gardienne, tout à la fois. Le pire, je ne l'ai pas encore raconté. Quand la santé de ma mère a décliné, tout m'est retombé dessus. Les tâches ménagères, le travail à la boutique, les soins pour elle. Mon père, lui, sombrait dans le jeu et l'alcool. Il rentrait à l'aube, puant le vin et le parfum bon marché. Une nuit, il est entré dans notre chambre. J'ai cru qu'il venait voir ma mère, qui toussait dans son coin. Mais non. Il s'est approché de moi, dormant sur un vieux matelas à même le sol. Reste calme, a-t-il murmuré, son haleine fétide me donnant la nausée. Et là, il m'a fait des choses qu'une fille ne devrait jamais subir, encore moins de son propre père. Des choses qui me brûlent encore de honte, qui me donnent envie de frotter ma peau jusqu'à la faire saigner. Solange était là, à 2 mètres,
feignant de dormir. Le lendemain, elle m'a regardé autrement, avec une lueur mauvaise, comme si elle savait et s'en réjouissait. À partir de ce moment, ça s'est répété. Chaque fois qu'il perdait aux cartes, il venait se venger sur moi, comme si j'étais responsable de sa malchance. Je n'avais nulle part où fuir, personne à qui parler. J'ai essayé, une fois, d'en parler à ma mère. Sa réponse ? Remercie le ciel qu'on ait un toit sur la tête. Comme si cela excusait tout, comme si cela payait ma douleur. Seul Jésus m'a soutenue, ma chère. Et ainsi, des années ont passé. Je grandissais, devenais femme, mais sans jamais vivre comme telle. Pas de rire, pas de danse, pas d'amour. Rien que du travail, des abus, de la souffrance. Pendant ce temps, Solange s'épanouissait. Elle devenait plus belle chaque jour, attirant les regards, les cadeaux, les invitations. Elle était fine comme une poupée, moi, rustique comme la terre, selon les mots cruels de mon père. Mais au milieu de ce désespoir, un espoir est né. Il s'appelait Édouard, un jeune employé de banque, doux et cultivé. Il venait souvent à la pension où je travaillais le week-end pour arrondir mes fins de mois. Il m'a vu, vraiment vu, comme une personne, pas comme une ombre. Il m'a demandé mon nom, a attendu ma réponse avec un sourire sincère. Pour la première fois, j'ai senti mon cœur battre autrement. Édouard et moi, c'était un secret précieux. Des mots échangés en cachette, des rencontres furtives après mon travail. Il m'appelait Mademoiselle Aurélie, un titre que personne ne m'avait jamais donné. Avec lui, je me suis mise à rêver d'une autre vie, une maison, un jardin, des enfants, loin des abus, loin de la douleur. Il économisait pour qu'on se marie, pour m'arracher à cet enfer. J'y ai cru, comment ne pas y croire ? C'était ma seule lueur dans l'obscurité. J'ai même commencé à cacher quelques pièces dans un trou sous une latte de plancher à la pension, pour notre avenir. Mais le malheur ne me lâchait pas. Solange a découvert notre histoire, je ne sais comment. Peut-être m'a-t-elle suivi, peut-être a-t-elle entendu des ragots. Au lieu de se réjouir pour moi, elle a voulu Édouard pour elle. Oui, ma propre sœur, celle qui avait tout, a décidé de me voler le seul homme qui m'aimait. Tout a basculé à la fête de l'église, en mai. C'était une tradition à Saint-Vivien, une kermesse, des danses, des rires sous les guirlandes. D'ordinaire, je restais à la maison, veillant sur ma mère. Mais cette année-là, Édouard a insisté pour que je vienne. Il voulait me voir dans une belle robe, danser comme les autres filles. Il m'a donné de quoi acheter du tissu, et j'ai cousu une robe simple, mais la plus jolie que j'ai jamais portée. J'ai noué mes cheveux avec le foulard qu'il m'avait offert, le cœur battant d'espoir et de peur. Joie d'être avec lui, en public, comme un vrai couple. Peur de ce que mon père ferait s'il l'apprenait. Il était au bistrot, comme toujours, alors je me croyais à l'abri. Mais j'avais oublié de me méfier de Solange, la vraie menace. Elle est arrivée à la fête, rayonnante, dans une robe bleu clair qui faisait chanter sa peau pâle. Ses cheveux noirs brillaient, libres, et ses lèvres roses attiraient tous les regards. Tous, sauf ceux d'Édouard, qui n'avaient Dieu que pour moi ce soir-là. Et c'est cela qui a allumé la jalousie dans le cœur de Solange. Je l'ai vue s'approcher de lui, avec ce charme qu'elle maîtrisait si bien. Elle riait à ses mots, effleurait son bras, rejetait ses cheveux en arrière. Je connaissais ses jeux, je l'avais vu les pratiquer avec tant d'autres. Mais j'avais confiance en Édouard. Je pensais qu'il m'aimait, qu'il ne céderait pas. Au début, il restait poli, répondant par courtoisie. Mais peu à peu, je l'ai vu changer. Solange parlait de livres, de musique, de choses que mon ignorance ne pouvait toucher. Elle étalait son éducation, sa grâce, tout ce qui me faisait défaut. Et dans les yeux d'Édouard, j'ai vu une lueur nouvelle, une admiration qu'il ne m'avait jamais offerte. Ce soir-là, je suis rentrée brisée. Édouard m'avait dit qu'il devait partir tôt, prétextant du travail. Mais je l'ai vu quitter la fête avec Solange, tous deux plongés dans une conversation animée. J'ai voulu croire que ce n'était rien, qu'il était juste aimable. Mais au fond, je sentais la vérité me ronger. Les jours suivants, Édouard s'est fait rare à la pension. Quand je l'ai revu, une semaine plus tard, il était distant, fuyant. Il parlait de travail, d'obligations à la banque. J'ai fait semblant d'y croire, mais mon cœur savait. Et Solange, elle, s'est chargée de me l'enfoncer comme un poignard. Un soir, rentrant d'une promenade, elle est entrée dans la chambre, toute joyeuse. Édouard m'a emmenée au cinéma aujourd'hui, a-t-elle lancé, se mirant dans notre petit miroir. Il est si raffiné, si cultivé.
Il dit n'avoir jamais rencontré une fille aussi intelligente que moi. Chaque mot était une lame dans ma poitrine. Mais le pire est venu 2 semaines plus tard. Édouard est venu me voir à la pension. J'espérais une explication, un malentendu à dissiper. Au lieu de cela, il m'a annoncé, avec un mélange de pitié et de gêne, qu'il était fiancé. Fiancé à Solange. Il avait demandé sa main à mon père, qui avait accepté avec empressement. « Je suis désolé, Aurélie », a-t-il murmuré. « Je t'aime beaucoup, mais avec ta sœur, c'est différent. Elle est le genre de femme qu'un homme comme moi doit épouser. Éduquée, élégante, présentable pour mes patrons, mes clients. » Il a continué, comme si ces mots ne détruisaient pas tout ce que j'avais espéré. « J'espère qu'on restera amis. Tu es une bonne personne. Tu mérites le bonheur. » À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. L'espoir, la foi en un avenir meilleur, la croyance en la bonté des autres. Tout s'est écroulé. Je suis resté figé, incapable de pleurer, de crier, de ressentir autre chose qu'un vide immense. Mais le coup fatal, celui qui a failli m'achever, fut d'apprendre qu'il avait utilisé l'argent que nous avions économisé ensemble, celui de notre futur, pour acheter la bague de fiançailles de Solange. Cet argent, fruit de mes sacrifices, brillait maintenant à son doigt, un symbole de ma défaite, de ma naïveté. Si tu as le courage de continuer à écouter, accroche-toi. Car après cela, ma vie est devenue un enfer plus profond encore. Je n'avais plus rien à perdre, plus d'espoir auquel m'accrocher. Mon père poursuivait ses abus, encore plus fréquents, comme s'il sentait ma fragilité. Solange, elle, exhibait sa bague, parlait de son mariage à voix haute, de sa robe blanche, de la fête somptueuse. Je me suis enfoncé dans un gouffre intérieur, travaillant comme une automate, sans penser, sans sentir. Je ne mangeais presque plus, ne dormais plus. J'étais un corps vide, mu par l'habitude. Les voisines chuchotaient, « Pauvre Aurélie, elle a l'air de sa mère avant de mourir. Elle ne tiendra pas longtemps. » Mais j'ai tenu. Le malheur, vois-tu, ne tue pas toujours. Le corps s'entête à survivre, même quand l'âme est à terre. Le mariage de Solange et Édouard eut lieu 6 mois plus tard, dans une cérémonie fastueuse à l'église principale. Tout le village était là. Mon père m'a forcé à y assister, disant que l'absence de la sœur de la mariée ferait jaser. Comme si quelqu'un se souciait de moi. J'ai vu Solange entrer, au bras de mon père, dans une robe blanche ornée de dentelle. Édouard l'attendait, rayonnant, comme s'il vivait un conte de fées. Les mêmes sourires qu'il m'avait offerts un jour étaient maintenant pour elle. Je suis resté dans un coin, servant des verres aux invités sans qu'on me le demande. C'était tout ce que je savais faire, travailler, m'occuper, ne pas penser. Mais pendant la valse des mariés, je n'ai plus tenu. Solange tournoyait dans les bras d'Édouard, tous deux semblants sortis d'un rêve. Les invités applaudissaient, émerveillés, vantant leur beauté. J'ai fui, courant jusqu'à une petite pièce derrière l'église, où j'ai laissé éclater mes larmes. J'ai pleuré toute la douleur, l'humiliation, la colère accumulée. Et là, au fond de ce désespoir, une lueur s'est allumée. Une résolution, ferme, inébranlable. Je ne les laisserai pas me détruire. Je ne serai pas une victime éternelle. D'une manière ou d'une autre, je changerai ma vie. Je leur montrerai, à tous, qu'Aurélie de Sarraut valait mieux que ce qu'ils pensaient. Cette nuit-là, alors que Solange et Édouard partaient en lune de miel payée avec l'argent que mon père m'avait pris, j'ai tracé un plan. Ce ne serait ni rapide ni facile. Il faudrait de la patience, du sacrifice, du courage. Mais j'avais tout cela en moi, même si je l'ignorais encore. La première étape était d'apprendre. Sans éducation, une femme comme moi n'avait aucune chance. Je me suis souvenu du professeur Auguste, un client de la pension qui m'avait encouragé à lire en cachette. Il enseignait à l'école technique d'infirmière, récemment ouverte au village. Infirmière ? Pourquoi pas ? Je m'occupais déjà de ma mère, je connaissais les soins, les médicaments. Je pouvais transformer cette charge en un avenir. Le lendemain, je suis allé le voir. Il m'a accueilli avec un sourire chaleureux. « Je savais que tu viendrais un jour, Aurélie », a-t-il dit. « Tu as une lumière dans les yeux, une intelligence qui ne demande qu'à éclore. » Je lui ai tout raconté, mon désir d'étudier, mon manque d'argent, mon travail incessant. Il m'a écouté sans juger, puis a promis de m'aider. Et il l'a fait. Il m'a obtenu une bourse partielle pour l'école et a arrangé mes cours en soirée, après l'usine. Ce sera dur, m'a-t-il averti. Es-tu prête à tenir ? Je n'étais sûre de rien,
sauf d'une chose, je devais essayer. Ce fut un calvaire. 12 heures à l'usine, puis les cours, puis rentrer à la maison tard dans la nuit. J'étudiais à la lumière d'une bougie, entre deux tâches. Les week-ends, je continuais à la pension pour payer le reste de la bourse. Je dormais à peine, mangeais à peine. Mon corps criait grâce, mais mon esprit, lui, avait trouvé un but. Et ce but me donnait une force que je ne soupçonnais pas. Mon père ignorait tout de mes études. Il pensait que je faisais des heures supplémentaires à l'usine. Tant que l'argent rentrait, il ne posait pas de questions. Solange, elle, avait déménagé avec Édouard dans une belle maison près de la banque. Au moins, je n'avais plus à supporter son sourire cruel tous les jours. Le professeur Auguste est devenu plus qu'un enseignant. Un mentor, un ami. Il voyait mes efforts, mon acharnement, et m'encourageait sans relâche. « Tu as un don, Aurélie », disait-il quand je réussissais une tâche complexe. Les patients te font confiance. Ils sentent ta sincérité. Pour la première fois, quelqu'un valorisait autre chose que ma capacité à endurer en silence. J'ai appris l'anatomie, les maladies, les soins. J'ai appris à poser des bandages, à faire des piqûres, à reconnaître les symptômes. Mais surtout, j'ai appris à me respecter, à voir que j'avais une intelligence, un potentiel. Chaque bonne note, chaque compliment était une pierre pour reconstruire l'estime que la vie m'avait volée. Pendant 2 ans, j'ai tenu ce rythme infernal. Travail, études, travail encore. Il y avait des jours où je pensais craquer, où mon corps menaçait de lâcher. Une fois, je me suis évanouie en plein cours, terrassée par la fatigue. Une autre, j'ai attrapé une grippe si forte que j'ai dû manquer le travail la seule fois en toutes ces années. Mais je n'ai pas abandonné. Têtue, obstinée, je gardais les yeux fixés sur mon but. En 1972, j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière technique, avec mention. La cérémonie était simple, mais pour moi, c'était le monde entier. Quand mon nom a été appelé et que je suis montée sur l'estrade, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de fierté. C'était le premier diplôme de ma famille, gagné par mon seul mérite. Le professeur Auguste m'a serré dans ses bras après la cérémonie. « J'ai toujours su que tu y arriverais », a-t-il dit, les yeux humides. Il m'a offert un cadeau, une lettre de recommandation pour l'hôpital départemental. « Ils t'attendent lundi », a-t-il ajouté avec un sourire. À 25 ans, une nouvelle vie a commencé. Le salaire d'aide-soignante n'était pas mirobolant, mais meilleur que celui de l'usine. Et le travail, malgré sa dureté, me donnait une satisfaction nouvelle. Soulager la douleur, aider les gens, faire une différence, cela n'avait pas de prix. Bien sûr, l'hôpital manquait de tout, matériel, médecins, ressources. On improvisait, on faisait des miracles avec peu. Les gardes étaient longues, épuisantes, mais pour la première fois, j'étais respectée. Les médecins écoutaient mes avis, les patients me remerciaient avec des regards sincères, mes collègues me voyaient comme une égale. C'est à cette époque que j'ai fait une découverte qui a tout changé. En rangeant la cave de la maison, pleine des vieilleries de mon père, j'ai trouvé une boîte en carton, jaunie par le temps. À l'intérieur, des papiers, des lettres, des souvenirs du passé. Et là, un document a attiré mon regard, un acte de propriété. Il portait le nom de ma grand-mère maternelle, Marie-Louise Rosier. La maison n'avait jamais appartenu à mon père, contrairement à ce qu'il nous avait fait croire. Elle était à ma grand-mère, puis à ma mère, et à sa mort, elle devait revenir à ses descendants, Solange et moi. Ce papier était un trésor. Pas pour la valeur de la maison, une bâtisse simple, usée, mais pour ce qu'il signifiait. Mon père n'avait aucun droit de me traiter comme une intruse sous son toit. J'ai gardé ce document précieusement, sentant qu'un jour, il me servirait. Pendant ce temps, la vie de Solange et Édouard semblait parfaite aux yeux du village. Elle, toujours élégante, lui, banquier prometteur, respecté. Mais les apparences sont trompeuses. Des rumeurs ont commencé à circuler, Solange sortait seule, recevait des visites quand Édouard voyageait pour la banque. On l'avait vu avec le marchand de tissus, puis avec le fils du maire, puis avec d'autres. Au début, je n'y prêtais pas attention. Sa vie ne me concernait plus. Mais les ragots devenaient insistants, surtout quand Édouard a commencé à venir à l'hôpital, se plaignant d'insomnie, de migraines, de palpitations. Des soucis à la maison, disait-il vaguement, sans s'étendre. Je n'insistais pas. Notre lien était désormais professionnel, le passé enterré. Leur mariage a duré 3 ans. Il s'est effondré dans un scandale retentissant.
Édouard a surpris Solange avec le sous-directeur de la banque, son propre subordonné. Le village entier en a parlé, chuchotant, pointant du doigt. Solange, autrefois admirée pour sa beauté, était maintenant au centre des commérages pour sa honte. En moi, deux sentiments s'affrontaient. Une part mesquine savourait cette justice amère, ce revers du destin. Mais une autre, celle de l'infirmière qui avait appris la compassion, avait pitié pas pour elle, mais pour Édouard. Il ne méritait pas cette humiliation, même s'il m'avait trahi autrefois. Une nuit de pluie, on a frappé à la porte. C'était Solange, deux valises à la main, les yeux gonflés de larmes. Édouard l'avait chassée, demandant le divorce. Elle n'avait nulle part où aller. Mon père, bien sûr, l'a accueillie à bras ouverts. Sa princesse était de retour, peu importait le scandale. Elle a repris sa place, la meilleure, sans rien faire, sans contribuer. Et moi ? Je payais tout, encore, avec mon salaire d'infirmière. Je dormais toujours dans mon coin, mangeais la même nourriture frugale, vivais comme une servante dans ma propre maison. Mais cette fois, je n'avalais plus ma colère par peur. J'avais appris la patience, l'attente du bon moment. La santé de mes parents s'est aggravée. Ma mère, rongée par la tuberculose, déclinait rapidement. Le docteur Martin, à l'hôpital, m'a prise à part un jour. Elle n'en a plus pour longtemps, Aurélie. Quelques mois, peut-être des semaines. Je le savais, mais l'entendre était un choc. Mon père, lui, était détruit par l'alcool. Une cirrhose le rongeait, le jaunissait, le rendait confus. Je me suis retrouvée à m'occuper de deux malades en phase terminale, tout en travaillant à l'hôpital. Solange, elle évitait la maison, prétextant que la maladie lui donnait des hauts le cœur. Elle disparaissait toute la journée, ne rentrait que pour dormir. Ce fut une période d'épuisement total. Je courais entre l'hôpital et la maison, dormais à peine, mangeais sur le pouce. J'ai envisagé de prendre un congé, mais sans salaire, c'était impossible. Alors, je me dédoublais, tenant par pur entêtement. Ma mère est partie la première, un matin de janvier glacial. Elle s'est éteinte dans son sommeil, paisiblement. J'étais à ses côtés, tenant sa main, lui murmurant des mots de pardon pour ce qu'elle n'avait pas pu faire. Je ne sais pas si elle m'a entendu, mais j'avais besoin de le dire. L'enterrement fut simple, quelques voisins, Solange pleurant bruyamment, attirant l'attention. Mon père, lui, semblait vieilli d'un coup, muet. Moi, je n'ai pas pleuré. Mes larmes s'étaient taries depuis longtemps. 2 mois plus tard, Solange a annoncé une nouvelle qui a tout changé. Elle avait rencontré un riche marchand de bétail, un veuf bien plus âgé. Il m'invite à vivre dans sa ferme à Bergerac, a-t-elle déclaré, radieuse. Je vais enfin quitter ce trou. Le lendemain, elle a fait ses valises et est partie, sans un regard pour notre père malade, sans se soucier de qui payerait les factures. Elle a promis de l'envoyer chercher plus tard, des mots vides, comme toujours. Je me suis retrouvée seule avec lui, un homme brisé, le monstre de mon enfance réduit à un vieillard dépendant. Le destin a de ses ironies, n'est-ce pas ? Moi, la victime de ses abus, j'avais maintenant tout le pouvoir. Je pouvais l'abandonner, le laisser pourrir, venger des années de souffrance. Mais je ne l'ai pas fait. Pas par amour, pas par pardon, je n'en avais plus pour lui. Je l'ai fait parce que c'était juste, parce que je refusais de devenir comme lui. À l'hôpital, j'avais appris que tout être humain, même le pire, mérite la dignité dans la maladie. Alors, je l'ai soigné, bains, médicaments, soins quotidiens. À mesure que son état empirait, je réfléchissais à l'avenir. La maison, selon l'acte que j'avais trouvé, devait être partagée entre Solange et moi. Mais était-ce juste ? J'avais tout porté, tout payé, tout enduré, tandis qu'elle s'était envolée sans un regard. Un jour, alors qu'il était lucide, j'ai abordé la question. Sa réponse m'a glacée, tout ira à Solange. Elle est fragile, elle en a plus besoin. Toi, tu as ton travail, ta vie. Même mourant, il la préférait, me reléguait au second plan. C'était une gifle, une de plus. C'est là que j'ai décidé d'agir, non par vengeance, mais par justice. J'ai fait venir maître Victor, un avocat ami de l'hôpital. Je lui ai montré l'acte de propriété, les reçus prouvant que j'avais soutenu la maison seule, l'abandon de Solange. Il a écouté, examiné, puis a parlé à mon père. Monsieur de Sarraut, il n'est pas juste de tout donner à une seule fille, surtout après tout ce qu'Aurélie a fait pour vous et votre femme. Il a proposé un compromis, la maison pour moi,
Un livret d'épargne pour Solange. Mon père a résisté, mais maître Victor était convaincant. Épuisé, il a fini par signer le testament, devant 2 témoins. La maison était à moi, comme elle aurait toujours dû l'être. 2 semaines plus tard, mon père est mort, par une nuit de pluie. Il tenait ma main, regardant par la fenêtre. Dans un moment de clarté, il a murmuré « Je n'ai pas été un bon père pour toi, Aurélie. » Pas une excuse, mais une reconnaissance, trop tardive. Je n'ai rien répondu, j'ai juste tenu sa main jusqu'à la fin. L'enterrement fut encore plus simple que celui de ma mère. Solange n'est pas venue, prétextant une maladie. Peu de gens étaient là, personne ne le pleurait vraiment. Une vie entière réduite à si peu. En rentrant chez moi, j'ai ressenti un mélange étrange, du soulagement, mais aussi un poids. Soulagement d'être libre, enfin, de ceux qui avaient fait de ma vie un cauchemar. Poids de savoir que tout reposait désormais sur moi seule. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la grande chambre, celle de mes parents, pour la première fois. J'ai changé les draps, ouvert les fenêtres, laissé l'air frais chasser les ombres. C'était ma maison, mon nouveau départ. Solange est réapparue un mois plus tard, dans une voiture de luxe, apprêtée comme pour un gala. Elle est entrée sans frapper, jetant son sac sur la table. « Réglons cette histoire d'héritage », a-t-elle lancé, sans un mot pour moi, pour notre père, pour son absence à l'enterrement. Je lui ai montré le testament, la maison pour moi, l'épargne pour elle. Elle a refusé d'y croire, pensant à une plaisanterie. Quand la vérité l'a frappée, elle a explosé. « Tu l'as manipulée », a-t-elle hurlé. « Tu as profité de sa faiblesse. Ce n'est pas juste. Je vais contester, je vais prendre un avocat. » Je l'ai laissé crier, puis je lui ai montré l'acte de propriété, celui de notre grand-mère. « Cette maison n'a jamais été à papa », ai-je dit calmement. « Elle est à nous deux, légalement. Si tu veux contester, vas-y, mais tu n'auras que la moitié, pas tout. » Pour la première fois, Solange était sans voix. Son arrogance s'effritait, son assurance vacillait. Alors, je n'ai pas pu me retenir. « Tu savais, n'est-ce pas ?» ai-je demandé, la gorge nouée. « Tu savais ce que papa me faisait la nuit. Je t'ai vu, éveillé, faisant semblant de dormir. Tu savais, et tu m'as laissé seule. Tu m'as volé Édouard, tu as pris tout ce que j'avais. » Elle a détourné les yeux, tremblante, murmurant un faible « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Mais son mensonge sonnait creux. Elle a pleuré, non de remords, mais de rage, de frustration. « Tu as toujours été jalouse », a-t-elle sifflé. « Garde ta maison, ta petite vie minable. Moi, j'ai un homme riche, une vie loin d'ici. Alors pourquoi es-tu là ?» ai-je répondu. « Pourquoi te battre pour cette maison si ta vie est si parfaite ?» Elle n'a rien dit. Elle a pris son sac, claqué la porte et juré de me poursuivre. Les semaines suivantes, des avocats m'ont contacté. Solange essayait de contester, répandant des rumeurs, j'avais manipulé un mourant, volé son héritage. Mais le village, lui, savait. Les voisins, témoins de mes années de sacrifice, ont pris ma défense. Marthe, la boulangère, a raconté comment je payais mes dettes, même dans la misère. Monsieur Henri, le pharmacien, a parlé de mes nuits à chercher des médicaments pour ma mère. Madame Jeanne, la voisine, a décrit mes journées interminables, tandis que Solange se prélassait. Un à un, ils ont confirmé ma vérité, celle d'une fille qui avait tout donné, face à une sœur qui n'avait rien fait. Les avocats de Solange ont abandonné, l'un après l'autre. La loi et la morale étaient de mon côté. Elle a fini par accepter l'épargne et est repartie, jurant de ne plus jamais revenir. Pour la première fois, à près de 30 ans, j'étais libre. Libre des abus, de la peur, de l'ombre de ma sœur. La maison était à moi, gagnée par mes larmes et ma sueur. Mais elle portait encore les marques du passé, une prison de souvenirs. J'ai décidé de la transformer. Avec mes économies, j'ai abattu le mur de la chambre où tout avait eu lieu. J'ai agrandi le salon, peint les murs en clair, posé un nouveau plancher. J'ai planté des fleurs devant, un potager derrière. Chaque geste était une délivrance, une purification. En 6 mois, la maison était méconnaissable, lumineuse, vivante, un vrai foyer. À l'hôpital, ma vie prenait aussi un nouveau souffle. D'aide-soignante, je suis devenue superviseuse, puis infirmière en chef. Les médecins respectaient mes avis, mes collègues me voyaient comme une référence. J'avais gagné plus qu'un métier, une place, une dignité. C'est là que j'ai rencontré Marcel, le nouveau pharmacien. Un homme calme, veuf,
avec des enfants adultes vivant loin. Nos discussions, d'abord professionnelles, ont glissé vers autre chose. Il ne cherchait ni apparence ni statut. Il me voyait, moi, avec mes cicatrices, mes peurs, ma force. Notre relation a été douce, patiente. Il comprenait mes réticences, mes blessures. Il n'a jamais exigé plus que ce que je pouvais donner. À 43 ans, alors que je pensais l'amour hors de ma portée, je l'ai épousé dans une cérémonie simple, entourée d'amis proches. Nous avons porté les alliances de son premier mariage, un vœu de sa femme disparue pour qu'il retrouve le bonheur. Et nous l'avons trouvé, ensemble. Marcel a emménagé dans ma maison. Il a apporté ses livres, ses plantes, sa sérénité. Nous jardinions, lisions sur la véranda, parlions de tout et de rien. C'était une paix nouvelle, un baume sur mon âme. Quant à Solange, la vie lui a présenté l'addition. Son riche éleveur l'a quittée pour une femme plus jeune. Sans mariage officiel, elle n'avait rien. S'en sont suivies des relations toxiques, des hommes qui l'ont utilisée, abandonnée. Sa beauté, son seul atout, s'est fanée sous l'alcool et les épreuves. J'entendais des bribes de sa vie, une pension chez une amie, une hospitalisation après des violences, un emploi perdu pour ivresse. Une part de moi savourait cette justice amère. Une autre, celle façonnée par l'hôpital, ressentait de la pitié. Les années ont passé. J'ai pris ma retraite après 30 ans à l'hôpital, continuant parfois comme bénévole. Marcel a vendu sa pharmacie, et nous vivions simplement, cultivant notre jardin, recevant ses enfants et petits-enfants. C'était une vie modeste, mais pleine, conquise par ma ténacité. Puis, un matin d'avril pluvieux, 25 ans après notre dernière dispute, on a frappé à la porte. Une femme usée, maigre, les cheveux ternes, le visage ravagé par l'alcool et la vie. Mais ses yeux sombres, ne laissaient aucun doute, c'était Solange. « Aurélie, pardonne-moi, je n'ai nulle part où aller », a-t-elle murmuré, la voix brisée. Elle avait une cirrhose, comme notre père, en phase terminale. Quelques mois à vivre, pas d'argent, pas de refuge. Tous ceux qu'elle avait charmés l'avaient abandonnée. J'étais son dernier recours, moi, la sœur qu'elle avait méprisée, trahie. Que faire? La repousser? Lui dire de récolter ce qu'elle avait semé? Une part de moi le voulait voir dans ses yeux le désespoir que j'avais connu. Mais je ne pouvais pas. Non pour elle, mais pour moi. Porteur la haine, c'est s'empoisonner soi-même. J'avais trop souffert pour laisser Solange contrôler encore mes choix. Tu peux rester dans la chambre du fond, ai-je dit. Il y a une salle de bain là-bas. Marcel et moi utilisons l'autre. Pendant ces derniers mois, je l'ai soignée, comme j'avais soigné nos parents. Pas par amour, mais par devoir, par respect pour la dignité humaine. Je changeais ses draps, préparais ses repas, donnais ses médicaments. Marcel, avec sa bonté, m'a soutenu sans un mot de reproche. Solange a changé à l'approche de la fin. Son arrogance s'est effacée, brisée par la douleur et la dépendance. Un soir, alors que je lui donnais son médicament, elle a saisi ma main. « Pourquoi fais-tu ça, après tout ce que je t'ai fait ?» a-t-elle demandé, les yeux secs. « Ce n'est pas pour toi, » ai-je répondu. « C'est pour moi, pour ne pas devenir comme toi ou papa. La vie t'a déjà jugé. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. » Elle a hoché la tête, comprenant enfin. « La vie rend à chacun ce qu'il mérite », a-t-elle murmuré. « Tu n'as pas eu à te salir les mains. Le temps l'a fait pour toi. » Elle est partie 2 semaines plus tard, paisiblement, tenant ma main. Pas de grande déclaration, pas de pardon solennel. Juste une acceptation mutuelle, elle, de ses fautes, moi, que certaines blessures ne guérissent jamais, mais qu'on peut choisir de ne pas les laisser définir qui on est. L'enterrement fut simple, comme ceux de nos parents. Juste Marcel, le prêtre, quelques curieux. Je n'ai pas pleuré. Mes larmes pour elle étaient taries depuis longtemps. Mais un soulagement m'a envahi, comme si un cycle douloureux se fermait enfin. En rentrant, Marcel m'a demandé si j'allais bien. Je suis en paix, ai-je répondu. Et c'était vrai. Pour la première fois, j'étais en paix avec mon passé, mes choix, mon histoire. De cette souffrance, j'ai tiré des leçons. Nous, les femmes, devons valoriser notre travail, garder trace de nos efforts. Le monde cherchera à nous effacer, à nier notre valeur. Nous ne devons pas le permettre. J'ai appris qu'aucun abus ne doit être toléré, ni pour un toit, ni pour un repas. Le silence protège l'oppresseur, jamais la victime. Il y a toujours une issue, même invisible, même lointaine.
Et la vraie victoire n'est pas dans la vengeance, mais dans une vie bien vécue, construite sur les ruines qu'on nous a laissées. Aujourd'hui, à 78 ans, je regarde en arrière et je vois une vie qui valait la peine. Une petite fille brisée, reconstruite brique par brique, avec patience et courage. Un chemin de douleur, mais aussi de résilience, de force découverte dans l'adversité. Je suis Laurélie de Sarro, et voici mon histoire. Un récit de blessures, mais surtout de triomphe, d'une femme qui a transformé l'injustice en moteur pour avancer.